Jean-François Gaultier ne veut pas être connu, il ne fait rien pour l'être, et pourtant il l'est bel et bien, et dans des cercles très différents qui d'ailleurs, pour tout compliquer, ne se connaissent pas entre eux, tant le personnage est multiple. Il y a ceux qui en France et à l'étranger connaissent le philosophe, il y a ceux qui connaissent le thérapeute, dont les patients viennent quelquefois de très loin, d'Australie ou d'Amérique. Il y a ceux qui l'ont croisé dans tel ou tel cercle intellectuel, comme le Grèce ou l'Institut Iliade, ceux qui l'ont lu dans tel ou tel journal ou bulletin chronique, comme Valeurs Actuelles ou Minutes, et ceux qui connaissent le musicologue, spécialiste reconnu de Palestrina et de Debussy. C'est en somme un véritable lavage de cerveau que nous soumet cet esprit immensément cultivé, immensément curieux, touche à tout un peu sauvage et singulier. Écoutons donc Jean-François Gaultier, et suivons de près en pente raide cet homme océanique, vaguement diabolique, qui me fait penser à cet humaniste de la Renaissance, auquel Marguerite Yourcenar, dans son roman L'œuvre noire, donnait le nom de Zénon, et auquel je ne peux m'empêcher de donner celui qui sert de titre à cette nouvelle série d'entretiens, de Monstres secrets. Quatre mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les conséquences sur la santé des riverains pourraient être plus graves que ce qu'annonçait le gouvernement. Auditionné devant la commission d'enquête du Sénat, le toxicochimiste André Picot a confirmé la présence d'amiante dans l'air. Il nous livre son témoignage dans cette édition. Une trentaine de morts et 40 millions de personnes mises en quarantaine en Chine. Un vent de panique souffle sur la planète avec un risque d'épidémie du coronavirus. S'il est difficile de mesurer l'étendue réelle du danger, en France, le ministre de la Santé peinera à apaiser les esprits. Situé au large du Kenya, l'archipel des Seychelles est devenu la destination touristique à la mode. Alors que le nombre de visiteurs a doublé en 10 ans, le gouvernement local a mis en place des mesures pour préserver l'environnement et limiter le tourisme de masse. Madame, monsieur, bonsoir. Et pour commencer, une information de dernière minute. L'ONG française SOS Chrétiens d'Orient a annoncé avoir perdu la trace depuis lundi après-midi de 4 de ses collaborateurs à Bagdad, en Irak, lors d'une mission humanitaire. Ils auraient disparu alors qu'ils se rendaient à un rendez-vous apparemment sans risque. Parmi les humanitaires, au moins un serait de nationalité française. Tous étaient particulièrement aguerris et avaient déjà accompli plusieurs missions avec succès dans des zones de guerre. L'ONG SOS Chrétiens d'Orient a d'ailleurs précisé que ses collaborateurs étaient tous formés à un protocole de sécurité très rigoureux. Les autorités françaises ont été prévenues. Nous ne manquerons pas de revenir sur cette information dans nos prochaines éditions et sur nos réseaux sociaux. Et dans le reste de l'actualité, une pluie d'amiante sur Rouen. 4 mois après l'incendie de l'usine chimique de Lubrizol, le toxicochimiste André Picot a confirmé la présence d'amiante lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat. Une version en contradiction avec la thèse gouvernementale. Un professionnel met à mal les affirmations gouvernementales. 4 mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, les auditions concernant cette affaire se poursuivent au Sénat et la commission d'enquête s'est penchée sur les questions toxicologiques et de gestion de crise. Interrogé sur cet aspect, le toxicochimiste et président de l'association Toxicologie Chimie, André Picot, a livré un témoignage qui pourrait relancer le débat. En effet, André Picot a assuré que non seulement de l'amiante s'est bien dispersé lors de l'incendie de Lubrizol, mais surtout que les populations en contact immédiat ont été touchées. Des propos en contradiction avec la version des autorités qui expliquait qu'il n'y a pas eu de fibres d'amiante dans l'air. Pourtant, l'expert en chimie se montre catégorique et craint des conséquences sanitaires. On sait que dans le cas de l'amiante, quand vous pulvérisez un toit en fibrociment, qui normalement ne devrait plus exister, c'est depuis 98, c'est interdit. Une partie va partir sous forme de produits solides qu'on va retrouver, là on les a retrouvés à presque 2 km, et puis va retomber avec les courants d'air chaud, cette pluie un petit peu d'amiante. Alors bon, c'est pas des concentrations folle, malgré tout, mais suffisante, parce que l'on sait que nos systèmes de défense respiratoire se saturent très vite en cas d'inhalation de fibres d'amiante, et bien entendu à long terme, parce que l'amiante intervient au bout de 10, 20, 30, 40 ans.
Et ça donne en particulier des cancers de l'enveloppe des poumons, qu'on appelle la plèvre, et ça donne un mésothéliome dont malheureusement le pronostic n'est pas bon. Des risques sur le long terme, alors que les autorités publiques et en particulier le gouvernement ont tenté de minimiser l'impact de l'incendie. En première ligne, le ministre de la Santé Agnès Buzyn. D'ailleurs, lors de son audition, André Picaud a raillé le ministère de ne pas être très au fait des problèmes que pourrait causer l'amiante. Quand on est ministre, on a à gérer tellement de situations entre les atteintes microbiologiques, etc. Mais vraiment en plaisantant et en m'excusant même qu'il faudrait qu'elle reprenne effectivement des études de chimie. Mais par contre, elle a des conseillers. Et les conseillers auraient dû vraiment lui dire que il y a des études de fait. Il y a eu même une interpellation qui a été faite par une sénatrice assez récemment sur ces problèmes et où le Premier ministre a répondu qu'effectivement il y avait des problèmes de risque. Donc c'est quelque chose de connu, cette histoire d'amiante. Et que le suivi doit être du tractus pulmonaire, c'est-à-dire que bien entendu on ne va pas faire des fibroscopies, c'est très traumatisant de faire des fibroscopies, mais par contre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il faudra faire un suivi pulmonaire de ces personnes qui sont intervenues directement. Ça, c'est évident. Des évidences qui ont pourtant échappé à l'équipe gouvernementale. Échappé, ou plutôt passé sous silence. En effet, André Picaud dénonce une désinformation pour éviter tout phénomène de panique. On est dans un domaine du déni, de la désinformation. Et cette désinformation, malheureusement, elle touche aussi bien donc direction de Lubrizol que les ministères de l'environnement, par exemple, ou de la santé, parce que il faut éviter effectivement tout phénomène de panique, d'anxiété, et que pour être cohérent, eh bien, il n'y a pas eu de risque sur le coup, c'est ce qui a été dit quand même, il n'y a pas eu de risque, et eh bien, il faut rester dans la ligne, c'est tout simple. C'est pas un problème, à mon sens, c'est pas du tout un problème de compétence, c'est un problème de politique, et on privilégie l'aspect économique à l'aspect sanitaire. Et ça, malheureusement, on l'a vu avec AZF, on le voit partout. L'aspect économique trouve d'ailleurs tout son sens. Alors que l'enquête est toujours en cours, l'usine Lubrizol a partiellement rouvert en décembre. Une bonne nouvelle pour le propriétaire du site, le milliardaire Warren Buffett, 3e fortune mondiale. Le coronavirus fait son bout de chemin. Le fameux virus venu de Chine défraie la chronique. Menace réelle ou panique pavlovienne, difficile d'y voir clair pour le moment. Olivier Frère-Jacques. Une trentaine de morts en Chine et beaucoup de rumeurs. Le coronavirus inquiète partout dans le monde et la France n'est pas épargnée. Ce virus, nommé ainsi du fait de ses récepteurs de glycoprotéines qui donnent l'impression d'une couronne au microscope, serait une forme dangereuse d'un type de virus du même nom qui généralement contamine les animaux et pas les hommes. Les débats scientifiques laissent entrevoir deux thèses quant à son origine, les uns évoquant la responsabilité des chauves-souris, les autres celle du serpent. Difficile aujourd'hui de savoir s'il est raisonnable de s'inquiéter. En effet, si la Chine n'a vraiment connu qu'une trentaine de cas mortels, c'est bien peu à considérer les 1,4 milliard d'habitants que compte ce pays. Chiffre impressionnant, 40 millions de Chinois ont été mis en quarantaine. C'est en effet beaucoup, mais là encore, il s'agit de relativiser et de considérer ce que cela représente à l'échelle de l'empire du milieu. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ne déclare pas l'état d'urgence international tout en disant que cela pourrait le devenir. Prudence donc, à l'heure des réseaux sociaux et des rumeurs les plus farfelues, en France, un cas aurait été détecté à Lyon et des investigations seraient en cours. Situation grave ou non, les pouvoirs publics partout dans le monde ont un objectif principal, éviter les vents de panique. La Chine serait ainsi beaucoup plus précautionneuse lors de cette crise qu'il y a 17 ans avec le virus du SRAS. Des précautions qui donnent une résonance importante à cette actualité sanitaire et qui participent de la médiatisation, voire de la surmédiatisation de l'événement. Le rôle d'Internet et des contenus chocs qui fonctionnent le mieux participe aussi de l'importance donnée au phénomène. Ainsi, des titres comme
Les 40 millions de Chinois affectés par les mesures anti-épidémie donnent un effet de loupe à la menace. Difficile d'y voir clair dans cette affaire de coronavirus, à moins d'avoir un doctorat en chimie. Reste que le comportement médiatique des réseaux sociaux et des personnalités politiques peut laisser songeur. En France, les déclarations se voulant rassurantes du ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pourraient ne pas avoir l'effet escompté. Réputé proche des laboratoires pharmaceutiques, le ministre voit ainsi chacune de ses interventions observées à l'aune de ses accointances avec l'industrie médicale, ce qui ne permet pas une analyse sereine des faits. Une chose est sûre, si un vaccin est proposé dans les prochains mois, il sera intéressant de voir qui le produit et quels sont les liens du producteur avec certains membres du gouvernement. Il y a moins de 10 ans, le plan de vaccination du ministre de la Santé Roselyne Bachelot avec le virus H1N1 avait en effet donné lieu à un petit scandale. Les Seychelles victimes d'overtourisme avec plus de 360 000 visiteurs en 2018. L'archipel situé au large des côtes kenyanes est devenu une destination extrêmement prisée. Pour éviter un tourisme de masse, le gouvernement a mis en place différentes mesures pour préserver l'environnement et rester une destination exclusive. Un Éden tropical longtemps réservé à quelques privilégiés, mais aux Seychelles, comme partout dans le monde, le tourisme augmente. En 10 ans, la fréquentation a doublé dans cet archipel situé à 1500 km à l'est des côtes du Kenya. Nirmal Shah, directeur d'une ONG de défense de l'environnement, tire la sonnette d'alarme. Le tourisme aux Seychelles augmente et cela est inquiétant, surtout pour des conservationnistes comme moi et des personnes dans le développement durable. Nous pensons que nous avons atteint ce que les experts appellent l'over-tourisme. Pour protéger sa nature unique et son statut de destination de luxe, le gouvernement a décrété en 2015 un moratoire sur la construction de grands hôtels sur les 3 îles principales, Mahé, Pralin et La Digue, et limité à un resort par île sur les 115 qui composent l'archipel. Le pays a accueilli 360 000 visiteurs en 2018 et veut fixer la limite à 500 000 par an. Objectif, ne surtout pas devenir une destination touristique de masse. Le développement doit être maintenu à un minimum. Il ne faut pas détruire ce dont nous avons hérité. Pour que nous gardions les eaux propres, les fonds marins remplis de poissons, les différentes attractions, et faire en sorte que les gens se sentent dans un environnement toujours intact par rapport à d'autres endroits. Un environnement unique pour des touristes fortunés et des hôtels de luxe pour les accueillir. Mais ces complexes sont aussi les plus gros pollueurs des Seychelles. Importation de tous les fruits et légumes, utilisation constante de groupes électrogènes, mais aussi absence de traitement des déchets. Ce resort sur l'île de Silhouette essaye de réduire son impact sur l'environnement. La direction a complètement interdit les bouteilles en plastique. En un an, nous avons réussi à éliminer 400 000 bouteilles plastiques. C'était notre première mesure. Nous avons commencé par produire notre propre eau qui vient du mont d'Auban, notre petite montagne. Et nous l'avons embouteillée, puis donnée aux clients gratuitement. Près de la moitié des 455 km² du pays est classé zone protégée et d'ici 2020, 30% des 1,3 million de km² de territoire marin seront aussi protégés et ainsi permettre aux touristes qui en ont les moyens de découvrir la faune et la flore unique de l'archipel. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Le vendredi noir n'a pas eu lieu. En dépit des appels à la mobilisation, les syndicats contestataires ne sont pas parvenus à paralyser la capitale. Un essoufflement du mouvement qui n'a pas empêché des cortèges garnis de défiler dans les rues de Paris et un peu partout en France vendredi matin. Cette mobilisation de fin de semaine s'ajoute à des multitudes de marches au flambeau organisées sur tout le territoire. Une nouvelle forme d'action pour montrer l'opposition des contestataires au gouvernement alors que les enquêtes d'opinion laissent entendre qu'une majorité de Français serait favorable au retrait du projet de loi. 2 soldats français blessés au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane par l'activation d'un engin explosif improvisé au passage de leur camion ravitailleur dans la région de Tombouctou dans le nord du pays. Les personnels ont été évacués par hélicoptère et vont être rapatriés en France. L'attaque a été revendiquée par un groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Peu avant cette explosion, au moins 7 soldats maliens ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'attaque de leur poste près de la frontière avec le Burkina Faso. Démission au cabinet d'Emmanuel Macron. Le conseiller chargé des relations avec les élus locaux, Jérôme Perra, a démissionné de son poste le 6 janvier dernier
pour raisons personnelles. Il a indiqué avoir fait l'objet d'une enquête préliminaire dans le cadre d'une dispute dans sa vie privée. L'ancien conseiller de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy a précisé que sa démission avait été acceptée. Jérôme Perra a expliqué avoir pris cette décision par respect pour l'institution présidentielle. Malgré ses problèmes judiciaires, il a néanmoins assuré qu'il était candidat à sa réélection à la mairie de la Roque-Gajac, en Dordogne, en mars prochain. Ségolène Royal exfiltrée des pôles. Ce vendredi, le porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a annoncé qu'Emmanuel Macron mettait fin dès aujourd'hui aux fonctions de Ségolène Royal en tant qu'ambassadeur des pôles. Quelques minutes plus tard, la candidate malheureuse à la présidentielle de 2007 a réagi, prenant acte de son limogeage. Les critiques répétées de l'ancien ministre socialiste envers le pouvoir en place lui avaient valu une lettre du ministère des Affaires étrangères la rappelant à son devoir de réserve et la sommant de mettre un terme à ces salves répétées. À cela s'ajoutait également un supposé absentéisme chronique. Ségolène Royal a répété à plusieurs reprises qu'elle ne s'interdisait pas de réfléchir à une candidature à la présidentielle de 2022. Les manifestations se multiplient en Irak. 21 jours après l'assassinat du général Soleimani, de nombreux Irakiens continuent de descendre dans les rues pour demander le retrait des troupes américaines de leur sol. L'armée d'occupation états-unienne, présente depuis 17 ans, est en effet la cible des mécontentements. Mais les revendications ne s'arrêtent pas là et concernent aussi l'incapacité de l'État à mettre en place des réformes ou encore l'influence étrangère, qu'elle soit américaine ou iranienne. Depuis le mois d'octobre, près d'1 demi-millier d'Irakiens sont morts au cours de manifestations. L'Ultra-Trail du Mont Blanc fait le plein. Les célèbres courses de montagne de Chamonix rassembleront 10 000 coureurs pour l'édition 2020. Cet événement sportif qui a lieu pour la 18e fois consécutive fait la part belle au patrimoine naturel européen. Certaines courses traversant à la faveur du massif alpin la France, la Suisse et l'Italie. Des courses qui verront une centaine de nationalités partir depuis Chamonix. Pour ces 7 épreuves, dont l'UTMB et ses 171 km pour 10 000 mètres de dénivelé positif est la plus connue, 32 000 personnes étaient inscrites sur les listes d'attente. C'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, la charia. Et ce soir, retrouvez Tête à Clash. Franck Tanguy et ses invités débattent de l'affaire Carlos Ghosn, de la fin de la grève et des policiers violents. Que les mêmes gens regrettent la grève, je regrette la grève, ça m'emmerde, soyons clairs. Hein. Mais il n'empêche que le problème est un problème politique et on ne résout pas les problèmes politiques par la violence policière. Donc c'est un vrai problème qui n'est pas abordé. Et si le gouvernement prétend avoir légitimité, très bien qu'il retourne devant le peuple, qu'il soit... De Gaulle avait dit référendum quand il y a un gros problème ou dissolution de l'Assemblée. On va voir un peu la légitimité. Et demain midi, retrouvez le samedi politique. Élise Blaise reçoit le président de Debout la France et député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan. J'entends une petite musique qui me désespère. 2022, Macron va être élu. On se battra en 2027. De toute façon, c'est pas gagné, etc. Je dis, c'est pas possible. Je crois qu'on ne peut pas laisser Macron faire un second mandat parce que c'est la disparition de la France. Et je préfère faire des petits compromis pour sauver l'essentiel et sauver la France que de rester chacun dans ses points. Marine Le Pen, je recommence comme avant, je ne change pas, la retraite à 60 ans, machin et tout. Asselineau, je sors et tous les autres sont des traîtres à la patrie. Mais enfin, il faut arrêter. Enfin, il y a un moment, il faut revenir sur Terre. Dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré au film sur les apparitions mariales de Garabandal en Espagne. Et tout de suite, Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Avec la régularité d'une horloge suisse,
Les affaires de pédophilie se suivent et se ressemblent. Les médias, les maisons d'édition, Internet et j'en passe, multiplient les confessions, les témoignages, les confidences et autres rumeurs sur le très sordide sujet de la pédophilie. À lire ou écouter tout cela, il se développe chez beaucoup d'entre nous une envie de vomir irrépressible. Les redoutables pervers qui s'attaquent impunément à ce qu'il y a de plus sacré, à savoir l'innocence et la pureté des enfants, devraient à l'évidence subir toutes les rigueurs de la loi. Ne rêvons pas. Le système politico-médiatico-juridique a l'art de protéger les pédophiles démasqués lorsqu'ils appartiennent à son sérail. Le système fera un peu de gesticulation pour endormir l'attention du bon peuple, puis passera à autre chose, ni vu ni connu, que je t'embrouille. Ce qui laisse à penser que le dit système peut générer des comportements pédophiles. Illustrons notre propos par l'exemple de Bernard Pivot, adulé pour sa culture encyclopédique, pour sa façon chaleureuse d'accueillir ses invités, pour sa mesure et son empathie. Pivot trouvait normal d'accueillir sur son plateau des personnages plus ou moins sulfureux et de plaisanter avec eux sur leurs déviances plus ou moins sordides. De la sorte, le respecté Bernard Pivot mettait bas, sans complexe et dans la bonne humeur, la protection des enfants. Nous pourrions multiplier les exemples de ce type. Cela dit, avec les gouvernements qui se succèdent et qui poussent toujours plus loin l'apprentissage de toutes les perversions sexuelles, notamment dans les écoles, les collèges et les lycées. Avec les médias qui poussent toujours plus loin l'exhibitionnisme de toutes les perversités dans ce qu'elles ont de plus cru. Avec les autorités morales, dont les églises catholiques et protestantes, qui refusent chaque année davantage de parler de morale sexuelle pour ne pas paraître ringard. Avec les outils de communication comme le portable, qui sont de formidables machines à pervertir la jeunesse. Avec tout cela, la perversion sexuelle ne peut que se développer à grande vitesse et la pédophilie, qui en est la fille, voit se dérouler devant elle un splendide boulevard. Soyons-en sûrs, la sinistre affaire Matzneff est sûrement très représentative d'un grand nombre d'affaires de pédophilie éclaboussant le monde politique et médiatique. Désolé pour le pape François et pour sa miséricorde illimitée pour tous, nombreuses sont les personnes qui n'ont aucune envie d'afficher de la miséricorde pour tous ceux qui souillent ainsi la jeunesse. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.